Ah, bon petit café dans mon mug BD16. Quelle vie. Vas-y, pousse ta caméra, viens vous aider là. Comment faut faire pour les ouvrir les cartons? Ah, c'est comme le vélo, ça s'oblige. Oh, mais que vois-je, la belle nouveauté. Oui, c'est vrai qu'on reçoit la Terre Verte aujourd'hui, mais on reçoit aussi Cometa de Eli Huo. Je ne connaissais pas du tout, mais tu vois déjà la couverture m'a interpellé. Ça paraît aux humanoïdes associés. Et regarde bien, c'est une BD sans texte, mais les dessins sont magnifiques. Et on ne peut pas passer à côté, je suis obligé de te le montrer. Pour tous les nostalgiques des années 80 et de la chaîne La 5 de Berlusconi, c'est le grand retour de Jeanne et Cierge, jeu de mots de l'année. Alors Thomas, est-ce que tu as eu de belles lectures ce week-end? Oh oui, alors j'ai eu de super lectures, mais je vais commencer par quelque chose que je n'ai pas lu, parce qu'en fait je l'avais déjà lu il y a très longtemps. C'est Rebetiko de David Prudhomme. On est dans la Grèce des années 30, et on va suivre les pas d'un groupe de musiciens du folklore de l'époque, qui est totalement opposé au régime fasciste qui règne à cette époque-là en Grèce. C'est de la tranche de vie, avec les couleurs magnifiques de David Prudhomme. Moi, j'adore les jeux d'ombre. Tu es vraiment transporté en Grèce. Voilà, c'est splendide. C'est plein de poésie, c'est engagé, c'est magnifique. Et pourquoi il le réédite en ce moment? C'est tout simplement parce qu'il y a une suite qui vient de paraître, qui s'intitule Rebetissa. Pour moi, Rebetiko... Regarde ces planches-là, c'est splendide. La puissance des visages, encore une fois les ombres projetées. C'est un moment de pure poésie contemplative. C'est magnifique et pour moi, Rebetiko, ça fait partie des récits qui m'ont le plus marqué dans mes carrières de libraire. On enchaîne avec une lecture commune avec toi, Mathilde, de ce week-end, c'est Les vacances chez Pépé Mémé. Alors là, vraiment, on change complètement d'univers. Là, on est dans la campagne bretonne. 3 gamins qui viennent passer leurs vacances chez leurs grands-parents. Et là, c'est un florilège d'humour noir, d'humour crade. C'est absolument réjouissant. Il y a pas mal de personnages très intéressants dans cette BD, mais on aura une pensée toute particulière pour le petit Ethan, qui prend très très cher pendant tout l'album. On est à 2 doigts de lui ouvrir une cagnotte litchi, parce que franchement, on a beaucoup de peine pour lui. C'est jouissif. Et puis Bouzard, c'est un des papes de l'humour en France, pour moi, en bande dessinée. Il a malheureusement pas la même carrière qu'un Fab Caro, mais franchement c'est tout aussi drôle. Je vous conseille en particulier de découvrir Autobiographie of Me Too et puis l'inénarrable Plageman. Voilà, c'est à mourir de rire. On change encore complètement de registre avec Les papillons ne meurent pas de vieillesse, qui est le nouvel album de Mats, que vous connaissez tous pour Le Tueur, pour Le Serpent et le Coyote notamment, associé à Bézian. Bézian, c'est un dessinateur beaucoup moins connu proportionnellement par rapport à Mats, mais il a un univers extraordinaire. Je vous conseille notamment sa série qui s'appelait Docteur Radar, qui est parue il y a quelques années, qui est une espèce de revisite du thème de Fantomas. Et puis également une BD que j'avais beaucoup aimée, qui m'avait impressionné, qui s'appelle Les Garde-Fous, où on voit dedans se dévoiler tout son talent pour les architectures contemporaine. C'est très amusant en fait de voir une collaboration entre 2 auteurs que tout semble séparer. Un auteur qui est plutôt dans le polar, très noir, très viril, et un autre qui est plus dans la finesse. Et je trouve qu'ils s'influencent mutuellement. Ça donne lieu à un magnifique album, une BD d'aventure, un petit peu à l'ancienne je trouve, servi par le dessin splendide, dessin très nerveux de Bézian, un dessin très fin, très élégant, du noir et blanc avec des touches de couleur. Pour ceux qui ont lu Shin Zero, ça leur rappellera quelques souvenirs. J'adore sa manière de dessiner la flore luxuriante d'Amazonie, puisqu'on suit les pas en fait, d'un entomologiste qui part au Brésil parce que son contact sur place lui a dit qu'il avait vu un papillon d'une rareté exceptionnelle. Ce serait même la première fois qu'on a repéré ce papillon. Et donc il part en voyage là-bas, avec un membre de sa famille qui est également versé dans tout ce qui est insectes.
ils vont partir à la recherche de ce papillon, ce qui va leur permettre de croiser également les indigènes qui vivent dans la forêt amazonienne. Et puis, ils vont avoir affaire à des entrepreneurs véreux qui n'ont qu'un souhait, c'est raser la forêt pour, d'une part, faire de l'élevage intensif, pour également récupérer toutes les matières premières et précieuses qu'on peut trouver là-bas. C'est une très belle BD d'aventure classique, mais au meilleur sens du terme. Alors, tu vois, il y a des planches splendides où il reproduit plein de sortes de papillons différents. Et il y a une espèce de quête... alors, toute proportion gardée, tu vois, ça m'a fait un peu penser à un film comme Apocalypse Now, à un film comme Fitzcarraldo ou Lost City of Z, pour le côté, on s'enfonce comme ça dans la forêt amazonienne, il y a une espèce de quête, alors peut-être pas aussi mystique que dans les films que j'ai évoqués, mais c'est extrêmement captivant, et franchement, le dessin est magnifique, et je trouve qu'on découvre une autre facette du talent de Mats en tant que scénariste, peut-être plus subtil que d'habitude, et franchement, très très belle surprise. Et je précise que c'est un one-shot. J'ai également lu, pour faire suite à la chronique de David qui avait beaucoup apprécié, j'ai également lu L'Enfer de Nicolas Badou, que nous allons recevoir donc en dédicace le 25 avril. Donc si vous voulez vous inscrire à la dédicace, c'est avec grand plaisir, on vous attend nombreux. Et donc relecture du film inachevé d'Henri-Georges Clouzot. Et comme David, j'ai adoré. J'ai trouvé ça assez fascinant. Le graphisme, presque un peu torturé, de Nicolas Badou. Petit côté Charles Burns. Encore une fois, je sais pas si on va le voir là, mais tu vois, je trouve que c'est assez inventif quand même. Et puis ça traduit bien toute l'obsession du personnage principal, qui est d'une jalousie maladive à l'égard de sa femme. Voilà, tu as des petites touches de couleur comme ici. Je trouve que les émotions passent très bien à travers le dessin et je suis très curieux et impatient de voir les dessins que Nicolas Badou va faire pour nous le 25 avril. Et on finit avec ma dernière lecture solo du week-end, c'est Strange Fruit de Daniel Alexandre et Vincent Hazard. Strange Fruit, c'est le titre de la chanson ou d'une des chansons les plus célèbres de Billie Holiday, interprète exceptionnelle. Et c'est la première chanson, en tout cas c'est présenté comme telle, politiquement engagée contre le racisme. Parce que les étranges fruits dont parle Billie Holiday dans sa chanson, ce sont en fait les Noirs qui étaient pendus aux arbres dans le sud des États-Unis. Voilà. Le texte est magnifique d'ailleurs, parce que j'avais jamais prêté attention aux paroles de la chanson, mais c'est splendide. Et donc c'est un récit passionnant sur l'histoire de cette chanson et l'histoire de son auteur et de son interprète, qui a une vie, comme beaucoup le savent sans doute, très troublée, notamment par ses addictions diverses et variées, ses maris violents. Très intéressant. C'est paru chez Dupuis et c'est un one-shot également. Alors Mathilde, c'était quoi la petite lecture du week-end pour toi ? Oui, alors parce qu'il n'y en a eu qu'une seule, et pour moi c'était Fantasy. La deuxième partie de Fantasy, parce que j'avais lu la première partie il y a quelques semaines, et malheureusement j'avais dû rendre la BD, voilà. Comme à la bibliothèque. et j'ai beaucoup aimé. Alors moi j'ai commencé par Alma, parce qu'en fait c'est une BD conceptuelle, où tu as deux parties qui se rejoignent au milieu. Donc la première partie, Alma, et la deuxième partie qui se lit comme un manga, de droite à gauche, Yursenar. Donc dans la première partie, on suit une guerrière, enfin une princesse guerrière, Alma, qui a comme quête de tuer un dieu. Voilà, c'est la quête qu'elle a. Et, en toute simplicité. En toute simplicité, voilà. Et de l'autre côté, c'est l'histoire de Yursenar, qui est une déesse géante, entre guillemets, / géante, et qui, elle, recherche l'amour. Voilà, c'est sa quête. Donc moi j'ai trouvé que le concept fonctionnait très très bien, parce que donc, les deux parties se rejoignent au milieu. C'est une très belle histoire sur... je trouve qui apporte une belle réflexion sur le destin, sur la destinée, sur nous, à quel point on va pouvoir agir sur nos destins. Et je trouve que la réflexion derrière est vraiment très, très intelligente. Voilà. Ça, c'est vraiment ce qui m'a frappé le plus dans cette BD, ce qui m'a le plus plu. Et donc, je voulais vous montrer les dessins, qui sont un peu différents, en fait. L'ambiance est un peu différente selon la partie qu'on lit. Donc là, c'est la partie Alma. Voilà. Et de l'autre côté, donc, hop là, la partie Yursenar. Donc, très bonne lecture. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Bon, bah, on peut dire que c'est un 100% pour cette BD dans l'équipe. Hein. Bah, on a il me tous semble apprécié. que toi, t'as bien aimé, que David aussi a bien aimé. Ouais, tout à fait.
Il me fait un pouce en l'air. Mon meilleur profil. On se retourne en même temps. Non, on va pas commencer à faire des chorégraphies. The Voice. En mode Super Sentai aussi. Oh non, on fait des pauses à la Commando Ginyu là, de Dragon Ball. Bon, bref. Nous, toi. Bon, alors, vous vouliez parler d'un méga coup de cœur, je crois. Bah ouais, je crois qu'on peut parler de la BD la plus attendue de ce début d'année, C'est clair. La Terre Verte. Voilà, effectivement, du scénariste star Alain Hérol Et de Hervé Tancrel au et de dessin. Hervé Tancrel au dessin. Ainsi que, parce qu'il faut les citer, parce que la couleur a son importance, Isabelle Merlet et Jérôme Alvarez en tant que coloristes. La couleur, elle est très belle. Mm. Elle est vraiment bien réussie et ça Ouais. valait le coup d'attendre la Ouais, vraie ouais. version, entre guillemets. Effectivement, avec différentes ambiances selon les moments de l'histoire, j'ai trouvé. Oui, tout à fait. À un moment, je me disais, ah, les couleurs, elles sont quand même un petit peu claires, tu vois. Oui. Mais en fait, non, c'est parce qu'il y a une ambiance, il y a de la brume. Ça dépend des moments. Voilà, hein, j'en montre pas trop, mais voilà. Ça donne ça. Voilà, magnifique. Mon cher David, qu'en est-il de l'histoire? Eh bien, l'histoire, on est au Groenland. On va suivre l'arrivée du nouvel évêque nommé par le pape du Groenland, rien que ça, qui est évidemment une terre absolument sinistrée, des habitants qui crèvent de faim, une terre très difficile à cultiver. On est à la fin du Moyen-Âge. Et, Franchement, on se demande ce qu'ils vont foutre là. voilà, on se demande ce qu'ils vont foutre là-bas. Donc effectivement, c'est très dur de vivre là-bas. Il est accompagné, cet évêque, par un chevalier mystérieux à l'ambition démesurée qui le dévore depuis longtemps. Et évidemment, ça tourne mal. On dirait une vignette YouTube. Voilà, donc évidemment, on va suivre les luttes de ce peuple soumis, de ce peuple de la chrétienté, disons, contre les habitants qui se sont tournés vers des voies plus traditionnelles. Voilà. On peut dire qu'avec cet album, Alain Hérol renoue avec l'ambition des Indes Fourbes, puisqu'on est sur un album qui fait carrément plus de 250 pages. Ah oui, c'est plus long que les Antoines, Ouais. effectivement, qui était déjà pas mal épais. Un one-shot, contrairement à sa série en cours, L'Ombre des Lumières. Effectivement. On comprend toute l'attente qu'il pouvait y avoir autour de ce Oui, titre. oui, effectivement, parce qu'il est connu pour non seulement ses dialogues, la finesse des dialogues. Tout à l'heure, je parlais de Garulfo qu'on m'a conseillé. J'en parle à chaque fois que je suis pris en vidéo. Ouais, c'est ouais, vrai. ouais. En Mais fait, voilà. on se demande si c'est pas la seule BD que t'as lue. Me l'a pris au Et piège. Mathilde, la seule BD qu'elle a lue, c'est 2KP 2 Crow aussi. Ouais, c'est ça. On lit que du Hérol ici. Hérol 16. Non, mais c'est impressionnant quand même l'importance dans le paysage BD francophone d'Alain Hérol. Mais alors là, effectivement, ces dernières années, tu corriges-moi si je me trompe, hein, peut-être, mais j'ai l'impression qu'il a beaucoup publié et que c'était pas forcément le cas avant. C'est parce qu'il. Enfin, c'était sur des séries, Ouais. justement, Garulfo, Ouais. c'était 6 tomes quand même. Ouais. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui s'éparpille pas nécessairement et qui, à mon avis, enfin, j'ai l'impression en tout cas, prend le temps d'écrire et de réfléchir vraiment à l'ambiance qu'il veut mettre en place. Ouais, Donc, ouais. je pense que c'est quelqu'un qui s'impliquait extrêmement fortement dans ses albums. Ah, c'est vrai, moi j'étais surpris finalement que, alors qu'il a une série en cours, il préparait un gros projet comme Ouais. celui-ci. Mais bon, force est de constater que. Ça valait le coup. Ouais, ça valait le coup. Ça valait le coup Vraiment, d'attendre. C'est impressionnant de maîtrise, encore une fois, au niveau du scénario, les dialogues. Il s'écrit des personnages C'est ça. avec une personnalité vraiment très forte. Des personnages pas tout blanc ou tout noir. Hein, Non, c'est clairement. toujours plus compliqué que ça Ouais, quand c'est ouais. intéressant, effectivement. Et moi, j'ajouterais que Hervé Tancrel, qui a eu un certain succès il y a quelques années avec le dernier Atlas, je l'attendais Oui. au tournant parce que je me disais, est-ce que son dessin aura le souffle pour accompagner le scénario très dense de Alain Hérol? Et je trouve que lui aussi, il a upgradé sur cet album Moi, de tu façon me- assez impressionnante. Ouais. J'aurais pas su qu'il avait fait le dernier Atlas, je l'aurais pas deviné. C'est pas un style Ouais. qu'on Bah là, je pense reconnaît, je que- trouve, au premier coup d'œil, justement. Et bon, bah, le dernier Atlas, il était aussi porté par un scénario de haute volée. Wellman. Bah voilà. En fait, Tancrel ne bosse qu'avec des très grands scénaristes. Et bah, ça fait que c'est un très grand dessinateur, du coup, Ouais. mine de rien, il a fait des albums remarquables et remarqués. Ouais. Donc voilà, ça fait pas exception pour ce nouvel Donc album. là, je pense que sa renommée va exploser avec cet Je album. l'espère en tout cas, je lui souhaite. On a des grosses ambitions pour cet album. C'est-à-dire que là, ça va être a priori la meilleure vente. Enfin, je me mouille un petit peu, mais Oula oui. ça va être la meilleure vente de la boutique pour les 3-4 mois à venir. Et certainement que ça va se poursuivre sur le dernier trimestre. Et tu dirais que c'est quel lectorat? À partir de quel âge? Est-ce que c'est uniquement pour les amateurs d'histoire? Ou est-ce que... Voilà. Je suis Non, curieux de savoir. pas nécessairement. C'est pour les amateurs d'aventure
C'est même ado-adulte, hein, je dirais à partir de 15 ans, ça se lit, Ouais, même je vois, 14-15 ans, ça se lit sans trop de problèmes. 14 ans mature parce que 14 ans mature, parce qu'il y a quand même voilà, dans le propos, même dans le dessin aussi. Alors finalement, David, c'est vrai que c'est assez rare qu'on parle autant d'un album, mais Oui. il le méritait. C'est vrai qu'on avait d'énormes attentes. Est-ce que pour toi, il est à la hauteur de tes espérances? De mes espérances, oui, parce que j'ai passé un excellent moment de lecture et moi j'attends toujours un héros comme ça. Après, je m'attendais peut-être à un peu plus d'humour parce que je m'étais pas renseigné sur l'album, mais c'est pas grave parce que c'est des auteurs qui sont à l'aise dans tout ce qu'ils font et c'est encore une fois la preuve que c'est des auteurs à suivre. Voilà. Donc effectivement, je suis pas du tout déçu, bien au contraire. Je suis très hypé et j'ai qu'une hâte, c'est de le conseiller. Ouais, ça, on va pouvoir se faire plaisir. Et en ce qui me concerne, c'est vrai qu'après les Indes-Fourbes, moi je m'attendais peut-être à quelque chose de très flamboyant, mais là, pas du tout. Mais en même temps, c'est normal, étant donné l'environnement froid, Oui, exactement. austère, très sombre dans lequel se déroule l'histoire. Vous ne pouvez pas s'attendre à autre chose. Mais je suis totalement séduit. Et je pense, comme tu dis, qu'on va s'éclater à le conseiller pendant de longs mois. Ah oui, c'est clair. Mathilde, toi qui l'as lu et beaucoup apprécié, tu as peut-être une petite chose à ajouter J'ai rien à rajouter par rapport à ce que vous avez dit, mais je peux juste dire que moi aussi j'ai adoré. C'est très différent des Indes-Fourbes, mais c'est tout aussi bon niveau scénario. Voilà. Enfin, niveau qualité scénaristique. Ouais, la qualité d'écriture. Bon, ce sera le mot de la fin. One Punch Man. Pas un, mais 2 couvertures. Version de luxe, évidemment. Enfin, de luxe. Ex Libris, jaquette classique, jaquette exclusive, stand acrylique, illustration, décor 3D. On se moque pas de vous chez Kurokawa. Il y a d'autres nouveautés sympas aujourd'hui? Je sais pas, je découvre. Bon fais-nous signe. Il y a un nouveau Blue Lock. Ah, attends, si. Ça, moi, je l'attendais de pied ferme. Hellsing, moi, j'ai jamais lu Hellsing en manga. Je l'ai vu en animé il y a des années, j'étais ado. Et c'est excellent, c'est un peu plaisir coupable, un peu jouissif, mais avec un vrai fond derrière. Dracula, revisité encore une fois. On change pas ses classiques. Mais alors un Dracula énervé avec un gros flingue, qui sert de porte-flingue à une organisation qui combat les créatures des ténèbres. C'est vraiment génial, ça pète dans tous les sens et le graphisme est ultra propre. Donc j'ai qu'une hâte, celui-là, c'est qu'il finisse dans mon sac là. Il est sous blister là ou pas? Non, il est comme ça. Je peux juste regarder les dessins du coup. Alors déjà cette couverture en espèce de simili-cuir craquelé là. C'est magnifique. Voilà, regarde-moi ça. C'est vrai que ça faisait partie de tes grosses attentes d'avril, je me souviens. Moi je l'attendais beaucoup celui-ci. Alors on va aller vers des pages, voilà. Ouais, c'est beau. Un peu à l'ancienne, parce que c'est pas tout jeune. Je sais pas de quand ça date exactement. Tu ajouteras ça en incrustation comme d'habitude, parce que je connais pas mes dates. Voilà. Super. Ça donne bien envie. Donc merci, ça défonce. Hugo connaissait pas, en tout cas, il m'en dira des nouvelles, j'espère. Ah j'espère. Comment ça, il connaissait pas? Il peut pas tout connaître, manifestement. Faut croire. Tiens, regarde aussi dans les belles éditions. L'Atelier des Sorciers, édition Grimoire, tome 2, donc édition double. Ça, c'est un beau livre. C'est déjà le manga en lui-même, il est superbe, mais alors, dans cette édition un peu plus grand, cartonné, enfin, couverture rigide, ça aussi, ça vaut le coup. Une très belle édition de chez Pika. Pour une très bonne série. Et ça a l'air tout choupi, enfin, en tout cas la couverture. Le Gardien des Étoiles, voilà, chez le Renard Doré. On les présente plus, vu qu'ils ont une sortie toutes les 2 semaines qui nous intéresse. Donc, oui, ils ont une belle sélection. Une belle sélection chez le Renard Doré. C'est-à-dire un nouveau tome également chez eux de la Forêt Magique d'Oshigahara, voilà. Fantastique, un peu tout public. T'es en train de lire alors que tout le monde fait de la manette? Ouais, non, j'étais en train de feuilleter Superman Space Age, parce que je lis énormément d'avis élogieux dessus depuis plus d'une semaine, notamment sur WhatsApp. Ça me permet de faire un petit coucou à Mika. Et j'étais en train de dire que je le lirais bien, parce que c'est vraiment... j'adore le dessin de Allred. Et ça me permet de vous dire que justement, la semaine prochaine, le vendredi 18 avril, aura lieu le Superman Day. Alors le Superman Day, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement que
à cette occasion, pour l'achat de 2 albums consacrés à Superman dans le catalogue Urban Comics, vous pouvez repartir avec un album gratuit, que vous voyez ici, qui est une version noir et blanc d'une histoire complète écrite et dessinée par Alan Moore et Dave Gibbons. Alors, si comme moi, vous connaissez pas trop les récits liés à l'homme d'acier, j'ai un conseil à vous donner. C'est le vendredi 18 avril de vous rendre sur la chaîne YouTube du Fils de Bulle, car il va consacrer une vidéo entière à Superman. Mathilde, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu peux parler plus fort si tu veux. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Mathilde? Eh ben écoute, comme chaque semaine, je suis en train de faire la newsletter manga. Voilà. Ah, cool. Et alors de quoi on parle cette semaine? Alors cette semaine, on va parler de Sounds of Vinyl. Ouais, Je ça crois c'est que mon toi coup de cœur, ouais. à David et moi plutôt. C'est toi qui fais le texte, il me semble. Ouais. Et le coup de cœur de Lego Shikarni, Phantom Busters. Voilà. Ah ouais, le titre du moment en matière de shonen, effectivement. Super. Oui, c'est Hâte ce de que lire j'ai ça. cru comprendre. Ouais. Voilà, et puis comme d'habitude dans la newsletter, vous allez retrouver donc 2 coups de cœur, le planning des sorties, le top des ventes, et puis voilà. Voilà. Super. Et samedi, comme d'habitude, on va envoyer la newsletter BD Comics. Et là, par contre, je sais pas encore ce qu'on va mettre dedans. Mais en tout cas, vous pouvez vous inscrire, que ce soit pour la newsletter Coucou Hugo. Et donc, je disais que si vous voulez vous inscrire pour la newsletter manga ou pour la newsletter BD, vous pouvez le faire en cliquant sur les liens qui sont dans la description. Voilà. Super, merci beaucoup. Je t'en prie. Je rêve des cartons la nuit, moi. Je sais pas si tu te rends compte le nombre de milliers de cartons que j'ai découpés en 20 ans de carrière. Je pense que même tu te rends pas compte. À raison de 20 cartons par semaine, 40 semaines par an, 800 x 20, 16 000. Alors Thomas, il me semble qu'on lance une nouvelle rubrique. Oui, tout à fait Mathilde. C'est non sans une pointe d'émotion que je vous annonce la création d'une nouvelle rubrique qui va s'intituler le baromètre des libraires. C'est-à-dire que chaque mois, désormais, nous ferons un point sur nos ouvrages préférés de l'année en cours. Donc là, il s'est écoulé un trimestre, donc j'ai pensé que c'était le bon moment pour débuter, pour lancer ce baromètre. Voilà. C'est parti? Alors c'est parti. Et on débute avec Foudroyant du duo Burnia Kirasquet. Pourquoi j'ai choisi ce titre? Tout simplement parce que c'est ma meilleure lecture jeunesse du début d'année. J'ai trouvé que les couleurs étaient magnifiques, l'histoire elle est trépidante, elle est ultra grand public, elle plaira vraiment au plus grand nombre. C'est excellent. Deuxième coup de cœur, là c'est le roman graphique de Michael Ross, auteur allemand, qui s'intitule Le Nirvana est ici. C'est une plongée aussi trépidante, un super polar qui se passe dans les rues de Berlin, notamment dans la communauté vietnamienne. C'est enjoué, ça me fait penser, comme je l'ai dit dans la précédente chronique que j'avais faite lors d'un vlog au début de l'année, ça me fait beaucoup penser à du Urasawa. Voilà, super sympa. Mon troisième titre fétiche de l'année pour l'instant, c'est Sibylline de Sixtine Dano, l'histoire de cette jeune fille qui monte faire ses études à Paris et qui va devenir escort girl pour arrondir ses fins de mois. Ça pourrait être glauque, mais c'est lumineux. Plonger dans l'intimité de cette jeune fille, la misère sentimentale, la misère sexuelle, avec un dessin très inspiré, je trouve, notamment par Bastien Vives. Un très très beau moment de lecture. Crimi d'Alex Sinker et Thibaut Vermeau. Voilà, la genèse du film culte de Fritz Lang, Aime le maudit. Une merveille, mais bon, je pense que je vais pas être le seul à en parler, donc celui-là, je laisse aux autres. Et enfin, Histoire d'adolescent, avec Max de Radigas, et son nouvel album, 10 secondes, les banlieues, la vie dans les banlieues belges, l'ennui de l'adolescence, la découverte de l'amour, du sexe, des drogues. On a l'impression d'entendre un résumé d'un épisode de Enquête exclusive avec Bernard de la Villardière. Et bonus, parce que je suis le patron, voilà, j'ai mes 2 meilleures lectures. En fait, ce sont peut-être des relectures. C'est The Grossery, de Ducoudray au scénario, Singelin au dessin, une des premières œuvres de Singelin, le dessinateur de Frontières notamment. J'ai adoré. Une histoire de gang dans les rues de Baltimore, c'est fabuleux. Et puis, un manga dont j'attendais la réédition depuis très longtemps, c'est La musique de Marie, de Usamaru Furuya, chez Imo. Magnifique édition, on dirait du Toussaint l'ouverture.
Ça mélange onirique, malaise, poésie. C'est une œuvre que je trouve extraordinaire, du début à la fin, qui est très surprenante. Voilà, pour l'instant, ce sont mes meilleures lectures à date en 2025. Donc pour l'instant, la meilleure lecture de ce premier trimestre 2025, c'est Crimi. Ok, j'ai l'impression qu'il est dans tous les tops. Je sais pas, on connaît pas encore celui de David et Hugo, mais en tout cas, moi j'ai adoré Crimi. Déjà, moi je suis une passionnée de cinéma et là je trouve qu'il en parle tellement bien de M. le Maudit, de cette ambiance des années 30 dans Berlin. Non, franchement, c'est une complète réussite pour moi. Le dessin y est pour beaucoup. Plusieurs J'adore styles. ce genre de planche. Ouais, moi aussi, je trouve que c'est super bien parce qu'en fait, il y a plusieurs styles graphiques. On vous en a parlé, je crois, la semaine dernière, mais franchement, je pourrais en reparler toutes les semaines. Et tu as raison, c'est vrai que ça respire l'amour du cinéma. Ah oui, mais oui. Et puis c'est très bien mené, très bien raconté, et c'est très prenant. Non, franchement, et puis en plus, regardez cette édition. Ouais, l'édition est sublime. Comment ça se fait que vous n'ayez pas encore craqué? Je crois que c'est un des plus beaux livres jamais édités chez Sarbacane. Et puis et en plus, Sarbacane, ils sont habitués à éditer de très beaux livres, donc franchement. Et je l'ai pas dit tout à l'heure, mais n'oubliez pas, hein, il y a un ex-libris. Oui, pardon, oui, c'est vrai. On s'est écrit en gros. Vous On pouvez peut pas pas le le louper. rater. Un ex-libris exclusif BD16, tiré à 100 exemplaires. Donc voilà, les 100 premiers acheteurs de Crimi y auront droit. Exactement. Ensuite, en deuxième, ça vient de sortir, mais moi je l'avais lu en noir et blanc. Ah, tricheuse. La Terre verte. Ouais, mais je vais le lire en couleur et je pense que ce sera encore meilleur. Donc, ce sera forcément dans mon top. La Terre verte de Herold. J'ai trouvé ça génial. Moi, je pense que j'ai même préféré aux Indes Four, mais il faudrait que je relise les Indes Four pour être sûre de ce que je dis. Bon, ensuite, j'ai un petit peu triché parce que on n'a pas précisé si c'était des livres sortis en 2025 ou pas. Donc moi, j'ai tout pris et donc. En troisième position, Persepolis, donc qui est sorti entre 2000 et 2003 il me semble, mais que j'ai lu cette année. Et tu en as parlé magnifiquement la semaine dernière d'ailleurs. Merci. Oui, Persepolis, une énorme claque. Franchement, je me dis, j'ai un peu honte de ne jamais l'avoir lu avant. Non, mais c'est vrai parce que ça explique tellement bien tous les conflits qu'il y a eu en Iran, notamment le conflit entre l'Iran et l'Irak dans les années 80, mais aussi la dictature, le port du voile obligatoire pour les femmes. Ça l'explique avec une intelligence franchement rare et moi ça m'a énormément touchée. Bon, voilà, je vous remonte le dessin, mais j'en ai parlé la semaine dernière. Et je reviens sur ce que tu disais, mais il faut jamais avoir honte de ne pas avoir lu un classique. Oui, l'important c'est de finir par le lire un jour ou l'autre. Oui, c'est ça, c'est d'avoir l'ouverture d'esprit pour un jour se lancer dedans et puis se faire son propre avis, c'est le plus important finalement. Complètement. Un autre classique, là rien à voir, c'est un classique de l'aventure et c'est aussi Herold, tiens. j'ai pas fait Alors attention. toi tu dis Herold, mais je précise c'est Herold. Ah mince, pardon, on dit pas Herold. Non mais il n'y a pas de mal. C'est aussi de Herold, donc De Cap et de Croc. Pour l'instant j'ai lu 6 tomes je crois, je trouve ça génial. Et puis pour finir Bellicus, c'est un petit coup de cœur inattendu de ce début j'ai failli d'année. le mettre aussi. Oui, je sais que t'as hésité. Ce petit coup de cœur inattendu, Bellicus de El Diablo et de Pierre Ferrero au dessin. Franchement, c'est une pépite, c'est tellement drôle, intelligent, inspiré. Non, franchement, et le dessin qui peut paraître un peu spécial comme ça au début, en fait, ça colle tellement bien avec l'histoire que. Y a rien à dire, pour moi c'est un sans faute. Voilà, ça c'était mon baromètre de ce début d'année. J'ai longuement réfléchi et par rapport à cette année j'ai mis quelques nouveautés. Je prends des notes parce que j'ai une mémoire à très court terme. J'en avais déjà parlé. C'était un gros coup de cœur, Nine Days Man, qui m'avait énormément plu, qui du début à la fin j'étais à plonger dedans. Nouveauté très récente, et je pense que ça c'est carrément la lecture préférée de l'année pour l'instant. Les Nations du Soleil Sanglant, qui pour moi est juste tout bonnement incroyable, j'adore et je pense que je vais continuer de vous en parler quelques temps. Un manga que j'ai découvert par l'auteur de Peleliu juste ici. J'adore son dessin, toujours un contraste entre le mignon et les sujets très graves. Son autre volume s'appelle Mon cancer couillon, sorti dans la collection Picagraphie qui raconte l'histoire de l'auteur qui a attrapé le cancer malheureusement. C'est incroyable, c'est très prenant, c'est très beau et c'est vraiment un gros coup de cœur de cette année. Toujours en nouveauté, Console 2073. Ce titre rétro-futuriste m'a vraiment conquis, j'ai adoré, surtout avec son dessin très particulier, excellent. Et je suis très fan de Kei Sanbe, un auteur du coup japonais,
et j'ai lu l'une de ses séries cette année, Erased. Un adulte va retourner en enfance pour essayer de sauver l'un de ses proches qui va être assassiné. C'est un thriller vachement bien, en 9 tomes très court, mais qui mélange action et science-fiction. Toujours un auteur incroyable, j'adore cet homme. Génial. Et tu voulais nous parler d'un coup de cœur récent, je crois, aussi. Tout à fait. Alors, que tu as lu tout à l'heure, il me semble. je l'ai pas encore fini, mais je vais... il est déjà dans la besace, il sera acheté. J'ai adoré. On l'a juste ici. Réédition de Delcourt Tonkam de Hellsing, une série qui a été très connue dans les années 2000, je crois, qui, pendant un moment, a été compliquée à trouver, donc je suis extrêmement content qu'il la réédite. Histoire de vampire, j'adore. Une fois que ce sera fini, j'écrirai une belle notule, tout simplement, pour essayer de vous convaincre de lire Hellsing. Énorme coup de cœur. Et je crois que David aussi a bien aimé, et intéressé. La notule de Hellsing, c'est moi, ok. C'est moi. Non mais il est fou, lui. Donc on aime bien, et franchement... Sinon vous ferez une notule à 2. Voilà. Il y a de l'idée. Non, c'est bon, c'est la tienne, hein. Il se bat pas pour cette idée, ce garçon. Ah non, ça fait du travail en moins. Non, vraiment, excellent coup de cœur. Génial, merci Hugo. Quel est ton baromètre du premier trimestre ? Laisse-moi vérifier sur mes petites notes, parce que quand même j'en ai lu quelques-unes, mine de rien. En fait, il y a eu quand même quelques lectures. On avait beau faire nos langues de vipère. Moi, j'ai beaucoup aimé Ishemima, j'en ai déjà parlé en vidéo ici même. Et oui, je pense qu'il peut apparaître dans ce top par son originalité, par ses couleurs, son univers graphique et son univers tout court. Cette espèce de mythologie, donc moi je réitère ce que j'avais déjà dit, qui permet à mon avis de continuer à créer dans cet univers-là, ou en tout cas proche, et j'ai hâte de voir ce que va nous servir l'auteur. Très très fan de Ishemima, et vous allez voir que ce top il est quand même pétri, on peut le dire, d'imaginaire, quand même un genre que j'affectionne beaucoup. Et donc je continue sur Fantasy. Voilà, je l'attendais beaucoup, j'en avais parlé comme une de mes grosses attentes du mois d'avril. Et maintenant qu'il est là et que j'ai pu le lire, il est sorti fin mars même, autant pour moi. Maintenant que j'ai pu le lire, effectivement, ça valait le coup. Un auteur à suivre, c'est une deuxième BD, donc 2 histoires en une, pour rappel. Et c'est vraiment maîtrisé, je pense que c'est vraiment une étoile montante de la BD. Ce jeune Johan KVG, je vais écorcher ce nom, je suis désolé. Merci Johan en tout cas. Une nouveauté absolument aussi dans ce top, mais une nouveauté que j'ai déjà lue il y a un mois puisqu'elle était sortie en noir et blanc, c'est La Terre Verte. Là je suis pas très original puisqu'évidemment j'en ai parlé en vidéo, on en a parlé avec Thomas quand il est sorti la première fois. Là également, maintenant qu'il est en couleur en version entre guillemets définitive, en version normale, pas limitée, et c'est toujours un plaisir de lire du Hérol, alors beaucoup plus, je dirais un peu plus sombre, un peu plus noir que ce qu'il avait pu faire auparavant. Et voilà, une histoire complète aussi, ça fait un bon pavé à se mettre sous la dent, ça vaut le coup aussi. Et un autre album qui a eu son petit succès, c'est Shin Zero. On est sur un format plus réduit, plus manga, c'est prévu en 3 tomes, et pourtant il est déjà dans mon petit baromètre, parce que c'est 2 auteurs que j'adore, évidemment, Singelin et Mathieu Bablet. Voilà, 2 auteurs du label 619 pour une histoire de kaiju, ça ne pouvait que me plaire. Voilà, ces monstres géants qui attaquent l'humanité, sauvés par les Power Rangers ubérisés, tout simplement. Voilà, c'est excellent et ça promet du lourd pour la suite. Et mon dernier titre du baromètre, j'en ai aussi déjà parlé, et il va faire plaisir à du monde celui-ci, parce que c'est ce que vous m'avez conseillé. C'est Garulfo, c'est encore du Alain Hérol. Et c'était génial, voilà, j'avais pas beaucoup de doutes évidemment, mais les dialogues sont succulents, le dessin est magnifique, les couleurs sont vraiment très belles aussi, et ce petit côté, oui ça va peut-être vous choquer si vous l'avez lu il y a longtemps et que c'est toute votre jeunesse, mais ce petit côté à l'ancienne, voilà, un trait assez fin, assez détaillé, ça change, ça m'a apporté une touche de fraîcheur dans mes lectures, là, pendant mes vacances, c'était génial. Merci à la commu. Et on verra pour le prochain baromètre si ça a évolué ou pas. Et puis, parce qu'il n'y avait pas de raison finalement qu'on ne fasse que le baromètre de l'équipe, on a demandé à la communauté BD16 sur WhatsApp leur propre baromètre. Nouveautés, titres plus anciens, peu importe. Et il y a 3 titres qui sont vraiment sortis du lot. Et il s'agit de Shin Zero, qui je crois est également dans le baromètre de David, c'est ça ? Il me semble que oui. Voilà, c'est ça.
Donc Shin Zero, énorme succès, hein. Franchement, aussi bien en termes de vente qu'au niveau populaire. Je vais pas me répéter sans arrêt, mais c'est vrai que je m'attendais pas à un tel raz-de-marée, donc c'est génial. Deuxième titre qui se dégage, c'est moi ce que j'aime c'est les monstres, sans doute parce que le tome 2 est sorti en fin d'année et que du coup il est encore frais dans les esprits, mais voilà, sur ce début d'année, sur les 3 premiers mois, il est dans le top 3. Et le combat ordinaire, sans doute sous l'effet de l'influence de Maxime de la commu, qui en a parlé à un moment, je trouve que ça doit être en janvier ou février. Moi du coup je l'ai relu, j'en ai reparlé, et puis après ça a fait comme une traînée de poudre, et vous êtes plusieurs à l'avoir relu ou découvert, et beaucoup apprécié, le combat ordinaire de Manu Larsenet. Alors ça c'est vraiment les 3 premiers qui se sont dégagés, mais évidemment il y a beaucoup d'autres titres qui ont été cités, et comme j'ai pas de tête, je vais me servir de mon téléphone, et on y retrouve notamment, tu viens avec moi, on va regarder par là-bas. Ulysse et Cyrano. Je pense que lui, on va... Ça va devenir un classique. Alors, on va parler pendant quelques années à mon avis. Également, Electric Miles, à peine sorti, et déjà une de vos lectures marquantes. Fantasy, de Yoann KVG, ou KVG, on sait toujours pas. Deux filles nues. Là, c'est l'effet Fauve d'Or, probablement. 1629, toujours et encore, qui va bientôt, à mon avis, passer sur les étagères des trésors BD16. Islander, en même temps, c'est notre meilleure vente. Bon, ça prouve qu'au moins les gens ont apprécié leur lecture, ça c'est cool. Et puis, un petit dernier pour la route. Allez, on va dire L'Enfantôme. Ça va nous faire ça va faire plaisir à Mathilde, ça fait très plaisir à moi également. Oui, que j'ai failli mettre dans mon baromètre moi-même, hein, d'ailleurs. Et l'Enfantôme, on n'en a plus. On n'en a plus. Mais c'est super. Mais c'est super. Alors David, est-ce que tu as eu de bonnes lectures ces derniers temps? Bien sûr, oui. Moi j'attendais beaucoup Fantasy, j'en ai comme parlé, moi. voilà, j'en ai déjà beaucoup parlé. Et toi je sais que tu l'as lu, que tu en as parlé. Écoute, j'ai pas forcément grand chose à rajouter, mais moi j'adore cette idée déjà d'avoir 2 scénarios en parallèle, enfin plutôt en miroir, puisqu'on commence la première histoire qui se lit de manière classique, de gauche à droite, et la deuxième histoire commence à la fin de l'album, et elle se lit de droite à gauche comme un manga, et les deux se rejoignent au milieu. Voilà, ça c'est la fin de l'album. Et quand on a lu les 2 histoires, là on a l'histoire complète. C'est une très belle histoire, au-delà du côté effectivement un peu action, fantastique, qui peut paraître le gros de l'histoire. Au contraire, il y a une histoire un peu plus profonde que ça, une histoire d'amitié, une histoire d'amour et une histoire de compréhension aussi de peuples. Comment 2 peuples qui n'ont rien en commun, mais alors rien du tout, peuvent essayer de se comprendre. Et qu'est-ce que ça donne? Voilà, ça c'est un peu le centre de l'histoire et c'est très très bien réalisé. Voilà, bravo pour cet album. Alors un autre coup de cœur un peu plus inattendu de ma part, c'est Plantasia de Vincent Doc, paru chez Sarbacane Éditions, qui raconte l'histoire de 2 sœurs. Elles sont fleuristes, elles tiennent une petite boutique de fleurs rares, jusqu'au jour où il faudrait que je les retrouve. Voilà. 2 journalistes prétendent venir les interroger pour en savoir plus sur leur travail. C'est évidemment une couverture pour s'approprier une plante très très rare. Voilà, c'est le début de l'histoire. C'est un univers graphiquement incroyable. Voilà, avec ces couleurs que je trouve, alors qui sont un peu effectivement un peu douces, un peu diffuses comme ça. Qui colle très bien à cette ambiance, à cette écriture assez fouillée et en même temps vraiment tout public. Et un univers, voilà, graphiquement, au-delà du graphique plutôt, un univers extrêmement riche, extrêmement fouillé. Une galerie de personnages bien détaillés, bien écrits, qui ont vraiment du sens. Voilà, sans parler du final qui est très beau et c'est très poétique. Voilà, je le conseille à tout le monde à partir d'une 12aine d'années, même un peu avant si on lit bien. Et alors j'en ai un dernier auquel je ne m'attendais pas non plus, encore que. C'est un manga paru dans la collection Alpha chez Vega. Sands of Vinyl, dont je prononce mal, pardon. Sands of Vinyl, c'est donc l'histoire, ou plutôt plusieurs petites histoires autour de la musique et de ses disquaires. Voilà, on suit
plusieurs personnages différents. Voilà une jeune femme qui va devoir trier la collection de son grand-père qui vient de décéder, une disquaire qui est prête à tout pour retrouver l'origine d'un disque en particulier, une radio pirate, effectivement, ça m'a rappelé un petit peu le film Good Morning England, voilà, où on suit ce bateau, ce navire radio et sa collection de CD incroyables. Donc voilà, toute une galerie de petites histoires pour un dessin c'est très agréable, hein. C'est assez rond, assez inattendu comme dessin. Et c'est très poétique, encore une fois. On est vraiment autour de l'amour de la musique et de ce que ça nous apporte dans la vie. Donc c'est vraiment universel. Il faudrait retrouver le bateau. Voilà. Donc une sélection d'histoires courtes. Ça peut se lire très facilement, sans aucun problème. On peut s'arrêter et reprendre quand on veut, à découvrir. Je crois que le moment est venu. Et oui, le bilan du premier trimestre. Ouais, tout à fait. Voilà, on est exactement le 8 avril, il est 17h05. J'ai envie de dormir, mais je suis professionnel. Et donc, j'avais dit que là, on allait faire le bilan, et on va le faire. Bilan du premier trimestre. Alors, comment ça se passe pour BD16 ? Ça se passe pas mal. Ce premier trimestre. Je crois que pour la première fois depuis 2 ans et demi, on doit aligner 3 mois d'affilée en positif. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Je pense que c'est lié à plusieurs choses. Déjà, il y a un moment, tu atteins le fond, donc tu peux pas descendre plus bas. Oh, je suis sûre qu'on peut toujours faire mieux. Ouais, creuse encore. Non, mais je pense que là, ouais, effectivement, depuis 2 ans, on avait une baisse constante. Et comme je te disais, ouais, ça fait 3 mois que là, on est en positif ou on est étal. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ce qu'on va faire, c'est regarder segment par segment ce qui va pas. Sur la BD franco-belge, par exemple, sur les 3 premiers mois de l'année, alors on compare toujours par rapport au premier trimestre 2024, tu vois, pour voir un petit peu s'il y a une progression là-dessus. Par rapport au premier trimestre 2024, on a une légère progression sur la BD franco-belge. Ce qui est pas mal, parce qu'en termes de sortie, on peut pas dire que ce soit exceptionnel en ce moment. Hein. On l'a souvent dit dans les premières vidéos de l'année. On cherchait un petit peu les petits titres à potentiel, etc. Et on a fini par en trouver. On a creusé. Mais on a trouvé. Et même s'il faut chercher des jours et des jours, s'il faut creuser pour les trouver. Mais... Oui, tu penses à Highlander par exemple. Oui, Highlander, ça c'était une grosse vente. Bon, au cœur du désert. Au cœur du désert, le Parker. Bon, la Terre Verte qui n'est pas encore sortie, mais voilà, on sait que ça va être une BD avec un gros potentiel. Donc sur la BD, comme toujours d'ailleurs, je dirais, la BD c'est le bon père de famille. Tu vois, c'est le truc, tu sais que ça va jamais avoir des chutes brutales, contrairement au manga. Et ça va jamais connaître des hausses phénoménales à partir du moment où tu es une librairie qui est installée depuis plus de 15 ans ou 20 ans. Là où il y a une énorme progression, c'est sur le comics. Tu compares par rapport au premier trimestre 2024, c'est impressionnant, je crois qu'on est à plus 50%. Alors évidemment, on part de beaucoup plus bas, puisque de nos 3 secteurs principaux, à savoir manga, BD, comics, le comics, c'est le plus faible de base. Mais, vu la progression qu'il connaît en ce moment, il y a un moment, il va rattraper le manga. Et ça, tu l'expliques comment, le fait que le comics comme ça ait explosé ? On en parlait un petit peu sur la communauté WhatsApp il y a quelques jours, que vous pouvez d'ailleurs tout à fait rejoindre pour discuter avec nous, échanger, débattre, c'est vraiment super cool. On fait plein de tops. Je sais que Marc, il déteste ça, mais nous, on adore faire des tops. Et donc, on en parlait avec quelques-uns. Moi, les trucs majeurs depuis 1 an, c'est l'éclosion de plusieurs labels, comme Comics Initiative, comme 404 Comics. C'est le nouveau format Urban Comics qui attire à lui plus de lecteurs franco-belges. Je pense aux intégrales de Lazarus, je pense aux intégrales de Scalp, de Unread Bullets, évidemment Nice House on the Lake, mais enfin maintenant ça fait 2 ans qu'il est sorti, donc voilà, le phénomène est quand même en train de baisser. Sauf que il y a le nouveau tome qui va sortir durant ce mois d'avril. Donc voilà, tout ça pour dire que tous ces éléments
peuvent expliquer la croissance qu'on connaît sur le comics et on se régale. C'est vrai que... Tu penses que c'est une croissance qui se retrouve dans toute la France ou c'est vraiment... Enfin, je sais que tu sais pas, mais comme il y a de nouveaux éditeurs en comics, peut-être que c'est une tendance qui... Ouais, alors après, je pense que ça va dépendre des librairies. Par exemple, des librairies spé comics, je sais pas s'ils le ressentent de la même manière, parce que leur fonds de commerce, ça reste quand même le super-héros, et je sais qu'on traverse une grave crise du comics de super-héros. Donc, est-ce que eux, ils arrivent à compenser cette crise par, justement, ces nouveaux éditeurs, ces nouveaux formats qui arrivent? Ça, je ne me rends pas compte. Mais en revanche, des librairies spécialisées BD, mais quand même plus généralistes, au sens où on fait du comics, de la BD, du manga, je pense qu'elles doivent connaître comme nous une croissance sur ce secteur. Ou alors c'est parce que nous on a une appétence pour ce style et que du coup on met l'accent dessus en particulier. C'est possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand tu as moins de titres glamour, intéressants en BD franco-belge, on peut tout à fait proposer à nos clients maintenant du comics de grande qualité. Je trouve que le panel en comics s'élargit. Vous voulez de la fantasy, vous allez sur Sacrifice, vous allez sur Les Affamés du Crépuscule, vous allez sur L'Île aux Orques, qui est d'ailleurs une de nos meilleures ventes en comics du début d'année. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis, vous avez fait le tour de ce qui existe en comics, on peut vous emmener vers la BD franco-belge, et vice-versa. Donc ça, c'est super. Et puis, on finit avec le manga. Et là, le manga, on a tellement baissé pendant 2 ans que là, on arrive quand même à un point où on ne peut pas aller plus bas. Là en plus sur ce début d'année il y a eu un nouveau Spy Family, il y a eu un nouveau One Piece. Non, ce qui m'embête plus sur le manga, c'est que les tomes 1 c'est cata quoi. Enfin, les tomes 1 on n'en vend quasiment pas. Moi je serais curieux s'il y a des libraires qui nous regardent de nous dire c'est quoi les débuts de série qu'ils vendent sur ce début d'année. Alors nous, il y a peut-être une exception avec Kagurabashi qui est un beau succès en shonen, mais sinon je trouve que c'est un peu le désert. Tu peux aller sur des titres de niche, ouais, effectivement, il y a le nouveau Taiyo Matsumoto qui marche pas mal, mais enfin bon, tu vas pas en faire un best-seller quand même pour autant. Donc voilà, je trouve que là où le bas blesse, c'est que le manga arrive pas à sortir de cette espèce de marasme qu'il connaît depuis quelques années, et ça c'est un petit peu inquiétant de ce point de vue, quoi. En fait, comme la plupart des acheteurs de mangas sont des jeunes, des collégiens, lycéens, ça dépend vraiment des modes, j'ai l'impression, comme les Pokémon finalement. Ouais, c'est ça. Et c'est toujours pas revenu à la mode apparemment. C'est cyclique, hein, t'as raison, hein. Il y a eu une période pareille, hein, à la fin des années 2000, où le manga était au plus bas, et puis il y a une nouvelle génération de shonen qui est arrivée, et qui a redonné le goût aux lecteurs, qui a donné le goût aux jeunes lecteurs de découvrir le manga, quoi. Après, niveau fréquentation au magasin, ça continue quand même, je trouve, de baisser un petit peu de mois en mois. Je trouve que, j'ai regardé par rapport à l'an dernier, on a moins le nombre de tickets moyens quotidiens continue de baisser en boutique. Alors nous, on a la chance que on a la vente en ligne qui nous porte et qui nous aide à maintenir un niveau constant, donc ça c'est cool, mais si t'as pas ça, c'est un peu compliqué, je trouve. Et puis on compense aussi en développant d'autres produits, hein, que ce soit les figurines, que ce soit les cartes Pokémon, voilà. Mais faut se battre, hein. C'est sûr que c'est une période qui est toujours compliquée, mais je suis content parce que je vois que, en ce qui nous concerne en tout cas, notre communication, ta communication d'ailleurs, porte ses fruits, et ça c'est vraiment cool. Donc c'est un bilan franchement positif, très encourageant, et surtout je dirais sur un premier trimestre de l'année qui est quasiment le trimestre le plus pourri, hein. Je veux dire, tous les ans on guette avec effroi le premier trimestre de l'année, parce qu'on sait qu'il y a moins de sorties, qu'il y a moins de fréquentation, les gens sortent de Noël, etc. Donc c'est toujours délicat. Donc je suis vraiment assez optimiste. Et là, on aborde en plus un bon trimestre. Parce que sur avril, sur mai, sur juin, il va y avoir des bons titres. Et ça va vraiment nous aider, ça va nous booster. Parce que ce sont, tu vois, les bons titres, comme La Terre Verte par exemple, c'est des produits d'appel. C'est-à-dire que les gens, ils viennent pour se le procurer, parce qu'il va y avoir énormément de presse. Il va y avoir énormément de critiques dithyrambiques sur les réseaux sociaux, etc. Donc les gens vont venir en boutique pour l'acheter. Et là, c'est à toi de saisir cette opportunité pour fidéliser les clients, pour leur proposer d'autres choses, et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, quand t'as personne, c'est complexe. Mais à partir du moment où tu commences à avoir des clients, faut en profiter. Bon David, fin du premier trimestre, il est temps de faire un premier bilan des ventes, à la fois en BD
et en comics. On va laisser le manga de côté parce que bon, énormément de One Piece, de Spy Family, Et oui, là, donc ça a moins forcément ça d'intérêt. biaise un petit peu. Alors que sur la BD et le comics, on va pouvoir se faire plaisir. On a eu beau faire nos langues de vipère et dire qu'il n'y avait rien, il y avait un petit peu. Et quand même, il y avait un petit peu. Alors, quel est le numéro 1 Eh bien, c'est Islander. Oh, quelle surprise! Quelle surprise, évidemment. Bah ouais, Corentin Rouge, Caril Ferret, sur Sangoma qu'on avait adoré il y a 4 ans, je crois déjà, et on les attendait au tournant eux aussi. Ouais. Et bah, c'est réussi. Bon, après, c'est un c'est- premier tome, donc évidemment, c'est de l'exposition encore beaucoup, mais une exposition un peu comme ça quand même. Enfin, il y a de la lecture, donc ouais, vraiment Non, une belle il y a de histoire quoi faire. dont on attend la suite. Ouais. Du coup, on a remis en avant Juarez de Corentin Rouge au effectivement, dessin. qui est un de ses premiers. On vous le conseille aussi, c'est un très bon one-shot. Et puis, bon, c'est vrai qu'on s'attendait à ce qu'il soit premier des ventes. Hein. Oui, oui. Évidemment, il aurait été mauvais, on ne l'aurait pas conseillé, mais comme il est très bon, Voilà. on se fait plaisir. En deuxième, on a le Tintin Lotus Bleu, qui fait alors moitié moins de ventes, Ah oui. mais il est quand même deuxième. Hein, c'est Je l'aurais pas impressionnant. vu aussi haut quand même, hein, mais bon, comme quoi, Ah ouais. Tintin, ça marche toujours. Ah bah, je peux te dire, je passe du réassort toutes les semaines encore maintenant. Ah bah voilà. Ah, en troisième, ça c'est cool. Ah, foudroyant, effectivement. Donc de Mathieu Burnia et Kier Asquet. Ouais. C'est des auteurs qu'on aime beaucoup aussi séparément et qui là, dans leur association, font des étincelles. Ouais, Pardon, ouais, non, c'est. Oh, il est trop fort. désolé. Non, c'est très bien vu. Et puis c'est vrai que sur la jeunesse, dès que tu as un coup de cœur, en fait, tu balances. Parce qu'en plus, Il y a c'est. beaucoup de demandes justement Ouais, de coups ouais, de cœur jeunesse parce que les enfants lisent, quoi qu'on en dise. Et celui-là, il est d'une telle qualité, enfin franchement, il se lit super facilement. Donc, comme tu dis, on les coule comme Ça ça. fait plaisir. Et puis c'est vrai qu'il a un lectorat qui peut être 9, 12 ans. Il y a même des adultes qui vont le prendre parce qu'ils sont fans de Kirasquet ou de Burnia. Alors ensuite, alors là ça va être intéressant parce que on se retrouve donc à la 4e place, puisque on va en sauter certains. Hein. 4e place, c'est 1629, le tome 2. Donc c'est là qu'on se rend compte que toujours, dans le premier trimestre, on retrouve des titres qui ont cartonné sur l'année écoulée. Ouais. 1629, Ulysse Cyrano qui est juste après. Oui, effectivement. Du même scénariste. Ouais. Les Navigateurs qui est un petit peu plus bas dans le classement, qui a un succès. Ouais, quand même, hein. T'as vu Ouais, j'avais Impressionnant. pas vu les chiffres, mais je m'y attendais pas. En même Je temps, pensais pas que les Navigateurs, on en écoulerait autant. bah, c'est quand même un peu de niche. Le Ouais. côté un peu Lovecraftien, ça fait pas toujours l'unanimité. hein, Le même noir si et blanc. enfin, c'est pour une niche, c'est bien, mais pour le très grand public, je veux dire, c'est un peu au-delà par rapport à un Islander. Oui, parce qu'en plus, Lehman, c'est toujours des beaux succès, mais on n'a pas vendu autant de Saint-Elme. Bah non, effectivement. Donc vraiment, il faut dire que le bouquin est très beau, hein, ça joue aussi. Oui, la couverture déjà la tire l'œil. Un qui m'étonne, moi, c'est celui-là, Ah ouais, ça c'est Carcajou, Ouais. qui est lui aussi dans le top... qui est encore un peu plus ancien, je crois. Ouais, il doit être 12e là, des ventes. Ça, je crois qu'on le doit quand même en grande partie à Mathilde. Ah bah oui, Ah, elle c'est l'a sûr. défendu, mais avec Ton grand coup de cœur. énormément de cœur. Et je crois que c'est tout pour les... Non, il y a aussi 2 filles nues qui surfent sur son fauve d'or à Angoulême. Oui, alors quand même, il y a une raison. Ouais. Ça, pour le coup, c'est C'est attendu vrai. aussi. Le Fauve d'Or, il arrive fin janvier, donc forcément, Ouais. c'est le truc. Je dirais que pour une fois, un fauve d'or a eu un peu d'impact sur les ventes. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, il y a eu des choses très 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 niches pour le coup. Ouais. Et est-ce que dans le reste du top 20, il y a des titres, toi, qui te surprennent ou Ou qui me font plaisir. Ouais. Qui te Alors, font qui me... plaisir. non, parce que qui me surprennent pas vraiment, parce que c'est quand même des choses qu'on a défendues. Moi, il y a quand même... Enfin, je me permets de noter le Sibylline pour un premier album. Il est dans le top 15, on Eh va ben, dire. moi, je suis pas surpris, C'est vrai justement. Non, parce que dès qu'on l'a eu dans les mains, on savait que c'était un album Ah oui, à la lecture, oui. voilà, qui avait beaucoup de valeur. Quoi. Ouais. À la lecture, c'était avant qu'on le conseille, justement. Et il a eu beaucoup d'impact, notamment sur Internet. Ouais. Voilà, Tout à fait. puisqu'on en a quand même envoyé quelques-uns. hein. Ouais. Et puis, alors, moi, je me doutais que ça marcherait, hein, bien sûr, mais Shin Zero, c'est Ouais. beau. Bah, C'est ouais. beau parce que le format était pas évident. Non, c'est clair. Ils ont j'étais voulu un- tenter autre chose Mm. au label et ça marche. Je crois que c'est toi qui avais passé la commande à l'office sur celui-ci. Et C'est pas impossible. j'avais vu tes quantités, je me suis dit, c'est peut-être un peu beaucoup, mais en fait, non. On a doublé carrément. Mais tu sais, je suis plus très rationnel quand il s'agit du label. Donc voilà pour la bande dessinée. Bon, bah, on enchaîne avec le comics. Et pour moi, le premier sur le podium, c'est une sacrée surprise. Ouais, je suis d'accord. Ouais. À votre avis, c'est quoi? Fin du suspense. Ouais, c'est Beneath the Trees. Beneath the Trees. Si je vois. Pendant que L'accent t'en parles anglais, un bien petit peu, sûr. je vais chercher. Et oui, parce qu'il vaut le coup d'œil, hein, rien que ça déjà. Parce que dès la couverture, on est informé de ce que ça va être, c'est-à-dire une espèce de dichotomie entre le dessin et le scénario, puisque voilà, on suit une ours
tueuse en série. Rien que ça. Voilà, avec ce dessin... Elle est trop mignonne, c'est pas possible. Mais oui, regarde là, au volant comme ça. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Elle est vendeuse dans un magasin de bricolage, elle fait sa petite vie dans sa petite ville, bien rangée, etc. Et puis, bricolage, ça me met la puce à l'oreille. Tiens. Et voilà. Ouais. Et puis elle découpe des gens. Voilà, alors là, on va se faire. C'est la page 10. Censuré par YouTube. Oui, là pour le coup. C'est vrai qu'il y a peu de concessions dans le dessin et dans le côté sanglant, pour le coup. Mais c'est ce qui fait tout l'intérêt de l'album, d'avoir vraiment cette différence de ton. Ouais, cette espèce de contraste. Tout à fait, entre ouais. les teintes pastel très douces du dessin. C'est et ça, ouais. la cruauté. Il m'est arrivé qu'on me demande justement si c'était pour enfants en voyant le dessin rapidement. Bon, la couverture met quand même une puce à l'oreille, c'est pas de la peinture dans l'histoire. Voilà. Et ouais, si vous pensez lire Le Vent dans les Saules, vous allez être surpris. Non. Effectivement. Deuxième place du podium. Pareil, pour moi, c'est une grosse surprise. En plus, c'est chez un éditeur indépendant, on va dire, c'est Bliss Comics avec L'Île aux Orques. Donc de la fantasy, du comics. C'est marrant d'ailleurs parce que en ce moment, la fantasy et le comics, c'est un mariage qui fonctionne très bien. Là, j'ai sous les yeux Les Affamés du Crépuscule, dont on attend le tome 2. Effectivement, ouais. D'ailleurs, Sacrifice, etc. Tiens, je te donne le top 3. Bah oui, alors on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure du coup, puisque tome 3 c'est The Nice House on the Lake, le premier tome, voilà, qui est une série qui continue de cartonner. Surtout 2 ans après sa sortie. 2 ans après sa sortie, mais j'allais dire surtout depuis qu'on sait qu'il y aura bel et bien un tome 3. Qui sort ce mois-ci. Ce mois-ci, ouais. Ça fait partie de nos attentes, The Nice House by the Sea. Voilà. D'ailleurs, Mathilde nous a fait des petites cartes postales tout à fait. avec Urban Comics. Voilà, en avant-première. Ah, Oh, le 4. Tu l'aimes bien celui-là? Ah, j'aime bien. Le 4, c'est hors scène, et puis c'est aussi un coup de cœur de Mathilde. C'est signé John McNaught, pour les amateurs de chroniques intimes sur l'adolescence, notamment. C'est super bien, quoi. Le 5e, c'est un de tes coups de cœur, si je dis pas de bêtises. Ouais. T'as bien aimé en tout cas. Si, j'avais bien aimé, j'en avais parlé en vidéo, c'est Aucune tombe assez profonde, un western fantastique, avec un ton finalement pas si juste bête et bourrin comme ça pouvait le faire croire. Moi j'ai bien aimé, c'est vrai, un petit peu moins, mais c'est ce qu'on voit un petit peu sur la communauté WhatsApp, c'est assez partagé sur ce Ouais, après c'est un one-shot et voilà, ça va pas non plus chercher hyper loin, ça va relativement vite, mais sur ce voyage c'est efficace. Ouais, donc le dessin est top. Le dessin est top, c'est dynamique. Ensuite on a Goodnight Paradise du même duo que L'Île aux Orques, c'était un très bon polar paru il y a 3-4 ans. Du coup, ouais. Une série qui marche bien depuis le début de l'année, c'est en plus le format original, c'est la série de fascicules. One Hand and the Six Fingers, donc je les ai pas tous mis, mais en fait on retrouve les 3 tomes dans le top. Ouais, effectivement, sachant que le 3e il vient de sortir là il y a peu. Ouais, tout à fait. Donc et le 4e devrait pas tarder. Devrait pas tarder, c'est un par mois à peu près. Ouais. Ça va assez vite. Est-ce qu'après il y a d'autres titres qui ont retenu ton attention? Oui, il y en a un qui me surprend un peu, c'est celui-ci. Ah ouais. C'est Anzuelo. Anzuelo chez 404. Alors ça me surprend moyennement parce que 404 ils font de très belles choses depuis quelques années maintenant. Mais en revanche, c'était pas un titre facile. On le savait. Je te passe devant, excuse-moi. Vas-y, il est là, ouais, effectivement. Voilà. On le savait dès sa sortie, puisque c'est quand même assez conceptuel, notamment dans le dessin. Dès le début, on est volontairement perdu. Voilà, dans ces aquarelles, alors qu'ils sont de toute beauté. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Je comprends pas grand chose, mais c'est magnifique. Ben là, parce que c'est encore quasiment sans texte. Mais voilà, quand les dialogues arrivent. Ah ouais, j'adore cette planche où on voit apparaître la créature. Là. Voilà, effectivement, là on voit apparaître cette créature et on n'en sait pas beaucoup plus. Ouais. Voilà, tout ça c'est volontaire, évidemment, ça s'inscrit dans une narration qui est plus poétique que scénaristique en fait. D'accord. Et bon, pour moi, j'ai trouvé ça, j'ai été conquis personnellement, mais j'ai pas forcément toujours trouvé le public à qui le conseiller, même en parlant, c'est joli, mais peut-être une prochaine fois, et finalement, les prochaines fois sont venues. Finalement, c'est un album. C'est vrai qu'en voyant ces planches. Long courrier, quoi, je dirais. J'avais lu une interview de la dessinatrice qui disait être très inspirée par le manga, notamment, et c'est vrai que je trouve dans ces planches, les créatures, on voit toute l'inspiration, notamment Evangelion, des choses comme ça, je trouve, effectivement. Ou les kaiju, notamment. Il y a un peu les enfants de la baleine, je trouve, dans les couleurs. Complètement, ouais, c'est vrai, tout à fait. Et puis, écoute, c'est déjà pas mal. Ce qui est étonnant, c'est de voir toujours du Sin City. Alors c'est vrai qu'on en a reparlé dans une vidéo récente. Ouais, effectivement. Lui, il est très récent et pourtant, il est là. Ouais, il est très récent. Il a 15 jours. À l'heure où on tourne, c'est quand même pas grand-chose. Je le dis avant que la BD arrive, c'est Spectregraph
Effectivement. Je suis en retard. C'est donc Spectrograph, et ben du même auteur que Nice House on the Lake, le scénariste James Tynion IV. Est-ce que c'est le scénariste le plus bankable Bah, là en ce de la moment, scène comics oui, je actuelle. dirais, parce qu'il Oui. a pas que ça à son actif. Hein, pour le coup. bien sûr. Il a pris dans mon cœur la place de Tom King. Oh non. Ouais. Ah, Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Bah ouais, mais Tom King, il m'a Lâchez-le déçu en les commentaire, derniers, hein. bah, Non, je rigole. faites-vous plaisir. Je rigole. Mais... Tom King, c'est plus King. Mais, Il c'est-à-dire- est déchu. mais Tom King, là, il a eu un peu moins d'actu aussi. C'est Donc vrai. s'il est un peu moins mis en avant, ça va très vite. Hein, Ouais, ouais. Mais je pense qu'il va revenir bientôt. J'ai mon petit doigt là qui me dit que son retour est proche. Ouais. Et puis bah, toujours les habituels Maros, Asterios Polype. Voilà. Non, franchement, Qui c'est sont un loin d'être des nouveautés, mais qui sont Ouais. des grands classiques, effectivement. qu'on conseille tout le temps. Voilà. Calvin et Hobbes. La nouvelle Dedans. intégrale, mais bon, c'est pas nouveau non plus. Donc voilà, non, un beau top comics. Ouais. Franchement, super. Bien joué.